Si jamais tu devais parler à la toi de 18 ans aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Force. Non, je rigole. Force pour la suite. La suite arrive, ça va être méchant. Je rigole. Non, non. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, j'avoue, qui me rend un peu nostalgique, mais qui me fait me rendre compte que une rencontre peut totalement changer notre vie. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Vous allez voir dans cet épisode. C'est un sujet que vous avez choisi parce que je vous avais demandé sur Instagram de me donner des thèmes que vous voulez que je puisse aborder. Donc voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Jenny Amashka. Aujourd'hui, du coup, on va parler de notre manière de penser, de nos 18 ans jusqu'à nos 30 ans. Et pour ce, on va accueillir Sandra. Salut tout le monde. Bah, du coup, Sandra, déjà, je vais rappeler comment on s'est rencontrés. T'étais Miss Prestige Nouvelle-Aquitaine. Ouais, c'était pendant l'élection. Ouais, T'étais exactement. ma comment ça s'appelle, conseillère d'image. C'est elle qui me choisissait mes robes. Et du coup, ouais, j'étais dans l'événementiel, dans tout ce qui était événement, du coup, relié à la mode. C'était ça. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et on avait, parce que attends, on se connaît presque depuis 10 ans en fait. Parce que j'avais Ouais. 21 ans ou 22 ans, je crois. T'as quel âge là? Bah, on a le même âge, Ah Sandra. ok, pardon. C'est que tu fais tellement jeune. Non, je rigole. Ok, ok, ouais, c'était il y a 10 ans. Ouais, c'était il y a 10 ans. Mais du coup, j'ai une question qui n'était pas du tout prévue. Est-ce que du coup, tu as l'impression que j'ai totalement changé depuis le moment où on s'est rencontrés et là, maintenant, comment je suis? Oui. Ok. Mais en fait, t'as beaucoup changé dans ta manière de te comporter, mais t'as toujours les mêmes traits de personnalité, je trouve. Ah oui? Oui. Ok. Je sais pas si c'est clair. Ouais, non, mais je En vois gros, ce que ton tu veux dire. caractère, il a évolué, Mm, tu mm. vois, il a fleuri, mais je trouve que tu as toujours les mêmes mimiques, tu as toujours le même bon cœur, tu as toujours la manière de voir et tu as toujours la manière de juger avec tes yeux aussi quand tu connais pas. Vraiment, c'est fatal ça. Moi, je trouve que moi, je trouve que t'as pas changé. Super. Ouais. Merci aux 3 ans de thérapie. Ça a marché. Merci. Non, mais dans le sens où t'as toujours été quelqu'un qui savait où tu allais. Enfin, quand je t'ai rencontré, déjà, tu venais pas. Non, t'étais encore en train d'étudier, je crois. Ah, Mais t'as toujours été. Je fonce droit devant et, genre, quand j'ai une idée, je vais jusqu'au bout et je donne tout. T'as toujours eu ce mindset-là. Après, oui, il y a des choses qui ont changé, mais ça, voilà, tu nous raconteras. c'est la vie. Je rigole. T'as Ouais, bah vécu. merci, je pense ça comme un compliment. Bah ouais, non, mais vraiment. Ok. Première question que j'ai pour toi. Mhm. Est-ce que tu pensais à tes 18 ans qu'à tes 30 ans, tu aurais la vie que tu as actuellement? Pas du tout. Ok. Ah, sinon, j'aurais tout arrêté déjà. J'aurais dit stop, les projets, ça sert à rien. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Déjà, à 18 ans, j'étais persuadée que ma vie était toute tracée. J'étais en train de faire mes études de droit. Je voulais être avocate. Je pensais qu'à 20 ans, j'ai rencontré l'amour. 23 ans, que j'allais me marier. 26 ans, que j'allais avoir mes 2 premiers gosses. Des jumeaux de préférence. Enfin, voilà, tout était voilà, un projet carré. Mais rien ne s'est passé. Déjà, j'ai galéré à finir mes études. Déjà. 25 ans, j'étais toujours à l'université. C'est vrai, c'est Ok. vrai. Et puis bon, bah, les relations amoureuses, laisse tomber. Ouais. Laisse Ok. tomber. Ouais, mais ça, on va en parler. Et franchement, écoutez vos mères, hein. Les garçons en dernier. Bah, bon, la C'est fin. vrai que Ah nos ouais. parents, souvent, ils nous disaient ça, mais à l'époque, on voulait pas trop écouter, Ah j'avoue. ouais. Mais Ouais, parce qu'on on voulait sait pourquoi expérimenter faire. les choses par nous-mêmes. Moi, je sais qu'à 18 ans, j'avais l'impression que rien n'était grave. Je sais pas, enfin, moi, je pense, Ah, par rapport à toi. Rien n'était grave dans le sens où, genre, bah, c'est pas grave si demain je pars en Espagne sur un coup de tête, c'est pas grave si demain j'ai envie d'aller en soirée, c'est pas c'est vrai que toi, grave t'avais le côté folie, ouais. si. Ouais, c'est pas C'est grave vrai. si je me mets à fumer, c'est pas. Enfin, pour moi, rien n'était grave. À 18 ans, rien n'était grave. Mais en fait, Tout était grave. Je rigole. Moi, j'étais pas du tout comme toi. À 18 ans, je pensais que j'étais déjà une femme de 35 ans mais oui, accomplie. non, mais vraiment, enfin, c'est pour ça que je te dis, Ouais. t'as pas vraiment changé dans le sens où t'as toujours été responsable, on va dire. Ouais, mais ça a tellement abîmé mon système nerveux. Ouais, mais faire attention, je trouve ça t'esquive pas du danger. Moi, j'ai connu d'autres Ouais, c'est dangers, vrai, tu vois. c'est vrai, Toi, c'est t'as vrai. connu des dangers où il t'a abusé dans certaines expériences. Mais même moi, en faisant attention, en essayant de rester cadré, ou en tout cas de pas faire des expériences farfelues, j'ai quand même été en danger d'une autre manière. Mm, mm, mm. Je pensais pas qu'à 30 ans, j'aurais eu cette vie, mais du coup, dans le positif, ou dans le sens où je pensais pas qu'à 30 ans, je serais aussi sereine, aussi en paix, aussi épanouie, et moins en tout cas centrée sur le regard des autres. Parce que moi, je pense qu'à mes 18 ans, ma vie, elle était surtout centrée sur le regard des autres. Mm. Ça veut dire, je me rappelle, je n'étais pas quelqu'un qui voulait être absolument en couple, mais pour moi, c'était important d'être en couple parce que tout le monde était en couple.
Je sais pas si tu vois ce que je veux Je dire. vois. Genre, j'avais tout le temps cette impression qu'il fallait que je sois la plus cool, la plus stylée, quand je vais en boîte, à la plus grande table, et j'arrivais toujours plus. Bah oui, j'étais en face de toi, rappelle-toi. T'inquiète pas, on était ensemble. J'arrivais toujours celle qui connaît tous les patrons de boîte. Après, je travaillais dans un milieu aussi qui. Enfin, voilà, quand j'ai travaillé avec IBSM, bah, j'ai eu ces opportunités-là C'est quoi aussi. IBSM déjà? IBSM, c'est l'école de Ah mode oui, c'est vrai, là waouh, où ouais, j'ai fait ouais. mon stage. Ouais. Et du coup, qui faisait que je travaillais avec des patrons de resto, des patrons de boîte, qui faisait que Ça, c'était partout où cool. j'allais. Ouais, c'était cool. Mais est-ce que c'est. Non, franchement, toute expérience est bonne à prendre. Enfin, aujourd'hui, si j'ai ce goût de pouvoir organiser des événements, que ce soit shooting, défilé, je sais que c'est à travers ce stage-là, c'est à partir de là que j'ai commencé. Mais des fois, enfin, tu te retrouves en after avec des patrons de boîte à 6 h du matin, t'as 18 ans, ils en ont 40. Est-ce que c'est forcément ça? Pas forcément. Il y a pas longtemps, en plus, je suis allée pour l'anniversaire de ma sœur. Je suis allée en boîte, bah, sans boire, Mm. sans rien. Et je trouve qu'en fait, il y a une bascule qui se fait vers minuit 45, 1h15, où les gens, ils partent dans une osmose malsaine. Et du coup, je suis partie à 2 heures, tu vois. Ouais, bah, ouais. Et je l'ai senti. Tu vois, j'ai senti que les gens, ça y est, ils commençaient à, tu vois, être différents, que l'alcool commençait à taper, que la soirée, elle prenait un autre tournant, même dans la manière de parler, la manière de danser, les gens, comment tu vois, ils se parlaient et tout. Et je me suis sentie, tu vois, dans un moment anxiogène, je me suis dit, en fait, là, c'est mon moment où moi, je décolle, parce que là, les gens, ils sont partis dans leur délire. Et ta manière de penser en général à 18 ans, c'était quoi? Genre, ta manière de voir l'amour, ta manière de. Ouais, de voir l'amour, ça c'est intéressant. Déjà, moi, j'étais une people pleasure, ça veut dire que je vivais pour la performance. Après, j'ai été éduquée comme ça, donc forcément, ça a coulé naturellement dans mes veines. Mais à 18 ans, déjà, je pensais que pour être aimée, il fallait tout mieux faire que les autres. Mm, mm, Mais mm. même dans mes relations amoureuses, tu vois, j'étais le genre de personne qui voulait être, bah déjà, qui voulait tout contrôler. T'inquiète, je prends tout en charge, énergie masculine au maximum. J'étais le genre de personne qui pouvait se plier en deux pour les moindres de tes désirs. Euh, et quelque chose de très mauvais que j'avais à 18 ans, et je pense qu'il faut faire attention à ça quand tu es très jeune, c'est que je passais, par exemple, ma relation amoureuse devant tout. Mm. Tu vois, je modulais mon emploi du temps selon ma relation. Ok. Et j'étais prête à laisser beaucoup de choses de côté, ou on verra plus tard, ou vraiment des choses qui étaient importantes sous prétexte que je voyais le soir cette personne, ou que j'étais en couple. Ça, c'était vraiment ma mentalité à 18 ans. Je pensais que j'étais capable de tout gérer, et du coup, voilà, je faisais priorité selon mes envies, tu vois. Donc à 18 ans, forcément, c'était pas, J'ai c'était une pas si anecdote intelligent. que tu connais par rapport à ça. Une anecdote que je sais pas si tu te rappelles, mais on avait fait un premier podcast. Pas celui qu'on a sorti, mais celui qu'on n'avait jamais sorti. Moi, je me rappelle, à 18 ans, j'étais dans une relation. Et je me rappelle qu'un jour, il m'avait dit de venir sur Paris. Et moi, à ce moment-là, j'étais vraiment, ben, j'étais aussi une grosse people pleaser. Et je pense que surtout, moi, j'étais dans une relation. Et franchement, je pense que c'est important de parler de ça. Parce que quand j'avais 18 ans, je pensais que c'était stylé. Mais je sortais avec quelqu'un qui avait 11 ans de plus que moi. Je pensais que c'était stylé parce que le gars, il va forcément te dire que oui, t'es mature par rapport à T'es ton âge, différente. nanana, t'es différente. Et je suis partie sur Paris, alors que je me rappelle, le mec, quand j'ai pris mon train, il ne me répondait plus. Et quand je suis arrivée sur Paris, il ne m'a jamais répondu. Mais t'as fait quoi? Et Après, t'avais ben, des potes sur Paris, toi. alors oui, j'avais des potes sur Paris, mais là, je me suis retrouvée dans une situation. Je suis arrivée sur Paris, j'avais plus de batterie. Il était minuit et j'étais à la gare toute seule. Et le lendemain, je suis rentrée. T'es resté à la gare la nuit. Ouais, Mais je connais cette oui, histoire. oui. Donc ouais, non, ouais, capable de faire tout et n'importe quoi Hmm. pour un homme. Genre même jusqu'à mettre ma sécurité en péril, parce que tout seul à Montparnasse, je peux vous dire que t'es pas sereine. Moi, je sais pas si j'ai déjà fait une folie comme ça. J'ai Bah, pas la j'espère pas. mémoire. Après, moi, j'ai une mémoire très sélective. Donc, si je peux m'épargner trop de traumatismes, tu vois, je vais trier. Tu vois, les plus gros d'abord, ceux, ça va, tu vois, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça, c'est une preuve qu'on peut faire des choses qui peuvent nous mettre en danger. Mm, mm, mm. Mais t'étais poussé par quoi, du coup? C'était quoi la motivation? Parce que ça, c'est important. Souvent, on parle des folies qu'on fait, mais qu'est-ce que tu t'es dit? À part, je veux le voir, ok. Je pense que je supportais pas la solitude à ce moment-là. Moi, quand j'ai eu 18 ans, je sortais de mon hospitalisation. J'étais hospitalisée pendant 3 ans, comme tu sais, etc. Et quand je suis sortie, j'ai eu vraiment 6 mois de dépression. Pendant 6 mois, j'ai rien fait. Mais genre vraiment rien fait. J'étais chez moi, je parlais à personne, je bougeais pas, je sais même pas si je m'alimentais, je pense un minimum, sinon je serais morte. Mm. Mais voilà, et quand je suis sortie de ça, j'ai eu l'impression que les 3 ans où j'étais à l'hôpital, il fallait que je les rattrape. Et bah, je me suis fait des amis, j'ai commencé à sortir avec ma cousine, je me suis fait des amis, les amis de ma cousine sont devenus mes amis, j'ai eu ce copain-là dans la foulée, et je ne supportais pas être seule. J'étais tout le temps, mais quand je vous dis
tout le temps avec mes amis, c'était aberrant. Lundi, j'allais en cours, le soir, j'étais avec mes amis, mardi, pareil, mercredi, pareil. Si j'étais pas avec mes amis, j'étais avec mon mec. Et en fait, il y avait un peu ce chaud-froid qui faisait avec moi, c'est que genre, il y a des fois, on allait passer une semaine ensemble, et il y a des moments où on n'allait pas se voir pendant 2, 3 jours. Et moi, du coup, s'il me disait viens, bah, j'allais y aller parce que je préférais être avec lui qu'être seule. En fait, tout simplement. Genre, c'était, je sais pas, pour moi, c'est Ouais, vraiment de comme dans les la... films. Je traverse la France pour venir te voir. Mais ça, je pense que je vais l'approfondir plus tard. Que à ce moment-là aussi, moi, quand je suis sortie de l'hôpital, mes parents, ils s'étaient séparés. Et Ok. moi, quand j'étais petite, c'était vraiment quelqu'un qui a idéalisé mon père. Donc, si vous avez vu la dernière vidéo YouTube, bah, j'en ai parlé un petit peu avec mon frère. Si vous ne l'avez pas vu, bah, allez la voir, c'est le moment. Et, euh, et en fait, j'admirais beaucoup, moi, mon père. Et quand mes parents se sont séparés, bah, c'est pas que j'admirais moi, mais je pense qu'il y avait un petit peu d'amertume qui s'était créée dans mon cœur. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là où, genre, tout ce que je voyais chez mon père, je l'ai mis chez l'homme. Et ce qui fait que, bah là, pour le coup, c'était mon ex. Mais même après cette relation-là, j'étais vraiment dans la dépendance affective et j'avais besoin d'admirer mes ex comme j'admirais mon père. Hmm. Et j'avais ce truc-là aussi, ce mauvais rapport en fait avec les hommes, parce que j'avais un mauvais rapport avec mon père. Mais à 18 ans, je me rendais pas compte. Moi, à 18 ans, j'étais. Ben, plus qu'on parle des papas. Non, moi, mon père, ça a toujours été quelqu'un de très nonchalant, très détaché. Mm. J'ai une anecdote qui m'a prouvé que ça m'a profondément blessée, c'est que je faisais du judo et un jour, je me suis cassé le poignet. Il a mis 3 jours à s'en rendre compte. Fun fact, on habite dans la même maison. Mm. Et la maison, elle fait pas 500 mètres carrés. Mm. Et on mange ensemble à table, 3 fois par jour. Bref. Donc, du coup, il a mis 3 jours à se rendre compte que j'avais un plâtre, donc, enfin, le plâtre, une attelle à l'époque. Il m'a pas accompagné aux soins, quoi que ce soit. Et il m'a simplement regardé comme ça. Il m'a fait « Ah, tu t'as fait quoi au poignet ?» Je commence à lui expliquer. Il se lève de la table. Oh non. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, ce que je T'avais cherchais quel à âge? 18 ans, je sais pas, j'avais genre 14-15 ans, je pense, grand Mm. max. Et en fait, je me suis rendu compte que la négligence émotionnelle que j'avais subie faisait qu'à 18 ans, je voulais être, comment dire, inoubliable. Mm. Eh, j'avais 18 ans, donc mon portefeuille, il était maigre. Tu vois, fallait voir les cadeaux que je faisais, mais les Ah. cadeaux de gens qui sont mariés depuis 20 ans. Mm. Tu vois, je faisais des actions, mais de films, mais il n'y a que dans les films que c'est un peu pragmatique et encore, tu vois. Et je voulais être inoubliable. À 18 ans, j'avais l'impression qu'il fallait que voilà, je fasse des choses de fou, comme ça la personne, elle va m'aimer et elle va me remarquer, tu vois. Mm. Et du coup, quand tu fais ça, bah forcément, déjà, j'allais vers des hommes qui n'étaient pas les plus nets voilà, les plus nettes. Et en plus de ça, à 18 ans, quand tu fais des trucs comme ça, soit tu es totalement prise pour acquis, soit tu es complètement prise pour une folle. Mm. Moi, j'ai eu la chance et que j'ai été prise pour les deux. Donc, ça, c'était le seul impact que ça a eu. Mais c'est dangereux. Tu vois, l'impact du père est dangereux. Parce que Ouais. moi, ça a forgé une mentalité. À 18 ans, il fallait être là. Et dans ma manière de fonctionner avec les hommes, c'était mes... Avec du recul, je me dis, au moins, je sais que je suis capable de grandes choses parce qu'il faut bien être positif dans la vie. Mais j'aurais dû plus investir en moi parce que là, ce que j'ai fait, c'était à perte. Ouais, tu t'es délaissée en fait, totalement. Ah, mais totalement. Mais moi, il fallait me voir. Moi, à 18 ans, je t'observe, je regarde ce que tu as besoin et je fais tout pour être cette personne-là, tu vois. Mm. Donc, est-ce que c'était vraiment de l'amour finalement? Est-ce que pour nous, c'était pas aussi la preuve d'amour qu'on pouvait apporter à ce moment-là avec nos blessures? Ouais, c'est tout ce qu'on pouvait donner. Enfin, c'est beaucoup. Mais c'était pas sain pour nous Ah en là fait. là. Ah bah. C'était pas sain pour nous. Ok. Et là, on parle de notre manière de penser à 18 ans. Avant de parler de comment on pense aujourd'hui, à quel moment, toi, entre tes 18 et 30 ans, t'as eu un déclic? Genre, t'as senti que ta manière de penser a changé? Genre, je sais pas, que tu t'es senti transformée. Bah, tu connais l'histoire, hein. Ouais. C'était il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Donc, quand je vous dis qu'il faut faire ces expériences et essayer de se préserver jusqu'à au moins la fin de ta vingtaine, c'est que c'est réel. Parce que moi, c'est arrivé il y a 3 ans maintenant, le temps passe Ok. vite. Pour ceux qui savent, bah, toi, tu le sais très bien. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez tout sur ma chaîne TikTok. Mais voilà. Et donne le nom de ta chaîne TikTok d'ailleurs. Maintenant, c'est Sandra Plus Plus. Je parle de santé mentale, d'éveil des femmes. Et j'avais parlé et documenté notamment ma maladie, puisque j'ai eu le syndrome de Takotsubo. Et du coup, c'était dû à un choc émotionnel par rapport à une relation qui a été destructrice dans ma vie. Et je pense que finalement, c'est à partir de ce moment-là où tout s'est écroulé et du coup, j'ai commencé à tout reconstruire. Mais tout, d'un point de vue psychique et physique, parce que du coup, ça avait vraiment marqué tant ma santé physique que ma santé mentale. Ok. Donc c'est sûr, c'est cette expérience. C'est cette expérience T'étais là de que toute tu m'as façon, dit. donc t'as bien Oui, vu. j'étais là et j'ai eu peur. Oui, mais je pense que tout le monde a eu peur, moi la première. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai autant changé d'un seul coup.
c'est important de savoir, parce que la plupart des gens, quand on parle de cette maladie, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils prennent à la légère. Mm. Et c'est important de savoir à quel point, genre, quand t'es blessé, que t'es pas guéri, que tu vas vers des relations, vers des personnes qui ne sont pas pour toi, à quel point ça peut te détruire. Parce que Mm. là, on parle de ça, on rigole et tout, mais t'aurais pu mourir. Oui. Voilà. Donc, vas-y, rentre dans le détail de cette Ah, ok. maladie. Alors, en gros, la maladie de Takotsubo, c'est en fait un choc émotionnel qui est très dense et qui est tellement douloureux que, en fait, le cerveau, par une réaction chimique, va l'envoyer vers d'autres organes, dont le cœur. Donc là, c'est vraiment le cœur. Et du coup, c'est la partie gauche du cœur, donc le ventricule gauche, qui va gonfler sous l'effet de cette réaction chimique et ça va créer une anomalie cardiaque. Donc voilà. Là, c'est le côté un peu médical. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ressent vraiment des émotions et que les émotions ont un impact sur notre corps et sur notre esprit, enfin dans notre esprit. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est que dans l'esprit, mais en fait, toutes les émotions que vous avez, que vous refoulez surtout et que vous ressentez, ça a un impact direct sur le corps. D'ailleurs, il y a beaucoup de professionnels, de médecins de santé qui ont commencé à se rendre compte que, par exemple, le cortisol, qui est l'hormone du stress, ou énormément de dysfonctionnements que tu peux avoir. Mais voilà, toutes les réactions, toutes les émotions, tout ce que tu produis en fait dans ton esprit, ça a un impact direct sur ton corps et ça peut favoriser des cancers, mais aussi énormément de maladies. Donc voilà, donc moi j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs TikTok, j'ai commencé vraiment à faire aussi pas mal de documentation pour documenter ma maladie et aussi faire beaucoup de prévention en santé mentale et prévention en relations amoureuses. Parce que c'était cette expérience qui a fait que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ma santé mentale et que c'était on va dire à l'époque, je pense, une revanche sur la vie de pouvoir faire de la prévention pour éviter que ça arrive à d'autres personnes parce que c'est une maladie qui est très méconnue et surtout c'est une maladie qui peut avoir des conséquences très graves. Moi aujourd'hui, j'ai aucune séquelle physique. J'ai longtemps travaillé sur mes traumatismes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont après de l'anxiété généralisée, qui peuvent développer voilà, des maladies, mais surtout voilà, de l'anxiété, du stress, beaucoup de maladies post-traumatiques aussi. Donc c'est très important aussi de connaître ses limites, ou en tout cas de demander d'être accompagné lorsqu'on se sent dépassé par ses émotions, parce que ça a des effets irréversibles. Moi, grâce à cette épreuve dans ma vie, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont parlé aussi de leurs épreuves, des impacts que ça a eu sur leur santé mentale. Et il y a des personnes, vraiment, ça les a marquées à vie, au point que maintenant, c'est leur personnalité, ou qui sont passées complètement, complètement à côté d'eux, tu vois. Okay. Donc voilà, c'était le côté moins joyeux. Non, mais voilà, bien accompagné et avec important. patience et amour pour soi, on réussit à surmonter beaucoup de choses. Et encore une fois, j'ai eu de la chance puisqu'aujourd'hui, je suis en pleine santé. Ouais. Donc ça, c'est top. Voilà. Bravo à nous. Bravo à nous. Mais je pense vraiment qu'il y a vraiment quelque chose à la vingtaine qui va te changer, qui va faire en sorte que ta manière de penser change totalement et que ta vie change totalement. Des fois, ça nécessite de passer presque près de la mort. Et pour mon cas, ça a été totalement différent. Mais bizarrement, ça a été presque au même âge. Moi, c'est à mes 26-27 ans, du coup, que j'ai vu un changement. Vraiment, de mes 18 à mes 26 ans, ma manière de penser, elle n'avait pas vraiment changé, dans le sens où je cherchais toujours à plaire. Juste ce qui avait changé, c'est que j'étais de plus en plus une bosseuse parce que j'avais trop besoin de prouver aux autres, mais aussi à moi-même, en fait, que j'étais capable d'accomplir et de faire des choses dans ma vie. Et surtout, j'avais ce truc de je m'en fiche des hommes, mais derrière, t'es jamais célibataire. Donc c'était un peu hypocrite, c'était un peu bizarre. Et je me suis réfugiée dans plein de choses, comme la drogue, comme les sorties, comme l'alcool, comme les hommes, et surtout une grosse, grosse, grosse dépendance affective. Et à mes 26 ans, j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie. Donc c'est un peu ça que je disais au début de la vidéo. C'est le rencontre du pasteur André Lasme et de la prophétesse Mireille Lasme. Déjà, quand je les ai rencontrés, outre le fait que ce soit des pasteurs, donc forcément des serviteurs de Dieu, il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée, c'est l'amour. Euh, L'amour que j'ai ressenti. Pour moi, quand tu étais un humain, tu étais forcément un petit peu dans le jugement. Et je pense que c'est humain, quand tu vois quelqu'un, tu te dis, ah elle a l'air d'être comme ça. Ah elle, je me méfie parce qu'elle est comme si. Ah oui, elle, je sais pas, je sens pas son énergie ou des choses comme ça. Et moi, quand je les ai rencontrés, c'est des personnes qui, pour moi, étaient à l'opposé de moi. C'est-à-dire, c'était des personnes qui servaient Dieu, qui croyaient en Dieu. Moi, j'étais quelqu'un qui allait en soirée tous les soirs, qui fumait de la toute la journée. Donc, je me disais, enfin, je ne pensais pas en fait que c'était possible que des personnes aussi proches de Dieu et de Jésus puissent autant t'aimer sans te juger, en te parlant de l'amour, en te parlant du pardon, parce que c'est le message qu'ils véhiculent au sein de leur église, mais sans te faire comprendre que toi, tu n'as pas ta place parce que tu fais ci, parce que tu fais ça.
Et ça a vraiment mais changé ma vie. Mais ça s'est vraiment fait progressivement parce que je les ai rencontrés. Je me suis dit, waouh, euh, première fois que je rencontre des pasteurs ça se voit, vivent ce qu'ils disent, enfin ce qu'ils prêchent. Et surtout, je pense que je pouvais me sentir proche d'eux parce que le pasteur André Lasme, quand je suis allée dans son église, il a fait son témoignage et c'était pas une personne parfaite. Malgré ça, Jésus l'a choisi, etc. Et je me suis dit, ah ok, je peux être aimée. Et j'ai beaucoup entendu parler de ce message de l'amour et du pardon. Et je parlais tout à l'heure de ma relation avec les hommes. Il y a beaucoup de pardon que j'ai dû donner, mais que moi aussi j'ai dû aller poser, parce que voilà, on n'est pas tout blanc, tout rose. Enfin, il y a des gens qui m'ont blessé, mais j'ai aussi blessé certaines personnes. Mais je sais que la première personne que j'ai vraiment dû pardonner, à qui j'ai dû demander pardon aussi, ça a été mon père. Parce que plus j'allais à l'église, plus j'entendais ses enseignements, et plus je me rendais compte que j'avais de la rancœur envers mon père, que on vivait dans la même ville, mais que des fois je lui parlais 2 fois par an, à Noël et à son anniversaire, que je ne le calculais pas, que j'avais du mépris pour lui, alors qu'au-delà de ça, mon père, il a toujours été là pour moi, il a payé mes études, j'ai jamais manqué de rien. Il a ses torts, c'est sûr, mais j'ai toujours pu compter sur lui. Et je me suis dit, ok, mon père, il a ses torts, moi je suis un peu ingrate. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais prier, je vais demander à Jésus de m'aider et à ce que je puisse pardonner mon père parce que on avait tellement une relation froide avec mon père que c'était pas fluide. Quand je voyais mon père, vraiment, c'était hyper froid. C'était ouais, bonjour, ça va, ouais. Et je n'osais pas lui parler. Il y a plein de choses que j'avais vécues que je n'osais même pas dire à mon père. Et il a vraiment fallu briser cette glace et ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps. Je crois que c'est 6 mois après que je les ai rencontrés la première fois que j'ai vraiment demandé pardon à mon père. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression que c'est comme si, juste, enfin, de ma naissance, non, peut-être pas, allez, de mes 12 ans à mes 26 ans, je vivais dans une bulle. Et quand j'ai demandé pardon à mon père, c'est comme si cette bulle, elle avait éclaté. C'est incroyable. Vraiment, genre, je vivais dans une bulle où j'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était normal. Et à partir du moment où j'ai demandé pardon à mon père, déjà, le premier truc qui s'est passé, instantanément et sans que je me rende compte, c'est que je suis totalement sortie de la dépendance affective. C'est que pendant 6 mois, je n'ai plus calculé un seul mec, je ne parlais plus à zéro mec. Et c'est mes potes autour de moi, quand elles m'ont dit, mais Jenny, c'est bizarre, tu parles plus de mecs, on t'entend plus aller en date, tu ne racontes plus d'histoires. Je me suis rendu compte que ça avait commencé quand j'avais pardonné mon père. Déjà, c'est la première chose qui m'a marquée. Et aussi, je sais que j'ai continué encore à fumer après, mais vraiment, quand je fumais, je me dégoûtais. Quand j'avais des relations sexuelles, parce que ça m'est quand même arrivé, je me sentais pas bien après. En fait, je sais pas, c'est comme si, genre, toutes les choses qui me paraissaient logiques et normales tout au long de ma vie, maintenant, ça me paraissait pas normal. Genre, j'arrivais plus à m'épanouir en soirée, en boîte, au travers aussi de beaucoup de monde, parce que comme je disais, moi, j'étais tout le temps entourée de mes amis, tout le temps entourée de... J'aimais pas être seule. Et là, j'ai vraiment... C'est comme si, en fait, Dieu était en train de faire un travail sur moi et qu'il était en train de tout déconstruire. Et tu sais, souvent on parle de cette chose de déconstruire un petit peu tous les prismes que tu as eus, toutes les choses auxquelles tu as été habitué. Moi, je peux dire que j'ai pas eu besoin de le faire. Alors, j'ai dû faire un pas vers Dieu, mais qu'en faisant ce petit pas vers Dieu, Dieu l'a vraiment fait pour moi petit à Mm. petit. Et maintenant, ça a totalement changé ma manière de penser, ma manière d'être. Il y a plein de choses que je pourrais détailler dans d'autres deep talks, parce que voilà. Mais je sais que, par exemple, j'ai pris cette décision et cet engagement avec Dieu de ne plus avoir de relations sexuelles jusqu'au mariage. Il y a plein de gens qui ne pourraient pas le comprendre. Pourquoi maintenant? Pourquoi alors que tu n'es pas forcément vierge? Euh, mais je sais que c'est un engagement que j'ai pris avec Dieu et qui me fait du bien parce que j'ai compris à quel point les relations sexuelles avaient un impact sur ta vie, spirituellement surtout. Le fait aussi que j'ai arrêté de fumer, ça c'était dû au pardon de mon père, mais aussi au pardon envers une autre personne. Je raconterai cette histoire à d'autres jours. Mais je sais que vraiment, un message que j'ai entendu du pasteur André Las, mais de la prophétesse, c'est aussi plein d'enseignements. C'est pas en une fois, j'ai entendu le message, j'y suis retournée et plusieurs fois. J'ai entendu des enseignements plusieurs fois et à chaque fois que j'écoutais leur enseignement, je repartais avec une clé en plus qui m'aidait à me rapprocher de Dieu, à prier différemment, à chercher Dieu différemment et à être moins dans le jugement de ma propre personne et du coup, inconsciemment, à être moins dans le jugement des autres aussi en fait. Donc voilà. Tout est lié. Ouais, vraiment. Tout est lié et c'est juste que, ouais, vraiment, genre, cette bulle, elle a éclaté. Et j'ai eu l'impression, à 26 ans, de renaître. Comme si je devais tout recommencer à zéro. Mais vraiment, genre, ta manière d'aimer, la relation que j'ai avec mon père aujourd'hui, maintenant, qui a totalement changé. Maintenant, mon père, c'est devenu mon confident. C'est quelqu'un que je calculais à peine, mais aujourd'hui, tous les jours, je le fais chier. Papa, on se voit quand? Trop On fait chaud. quoi? Tu me manques, viens, viens m'aider à faire mes courses, viens faire ci. J'ai un
Je suis vraiment une daddy's girl, moi. Des grandes stories au restaurant et tout, j'ai Oui. vu. On va rester tout le temps, je vais en date avec mon père. Mais j'aurais jamais imaginé ça avant mes 26 ans, quoi. Et d'ailleurs, ma manière de penser à 18 ans, c'est que mes parents, je les calculais même pas. Donc, euh, donc voilà, quoi. Comment on en est arrivé là? C'est incroyable. Ouais. Mais tout est lié finalement. Ben oui. Tout est lié. Tout est lié et je pense que, bah, tu vois, tout à l'heure en off, Sandra disait que on était génial, nous les trentenaires. Moi, j'avoue que pour être honnête, j'ai eu un coup de stress à mes 30 ans quand même. Bah, c'est normal parce que tu as un décalage vraiment entre ce que tu penses être à 18 ans et ce que tu es finalement à 30 ans. Mais honnêtement, moi je trouve que mieux vaut être comme on est à 30 ans, honnêtement, objectivement, que certaines personnes qui sont à 30 ans et qui aujourd'hui, comment dire, ont des contraintes de vie par rapport au fait qu'ils ont voulu aller trop vite ou qu'ils ont fait les mauvais choix dans leur vie. Moi, je me rends compte que, mais Dieu merci, hein, que j'ai pas fini avec la personne que je prétendais être mon âme sœur, parce que là, j'aurais que les yeux pour pleurer, hein, vraiment. Ouais, Dieu ouais. merci que finalement j'ai pris du temps pour faire mes études parce que ça m'a permis d'avoir tellement de jobs, donc ça m'a permis d'avoir tellement de compétences. Et aujourd'hui, j'ai mes études, mais j'ai aussi énormément de compétences professionnelles. J'ai pu découvrir aussi les réseaux sociaux, j'ai pu découvrir voilà, l'événementiel, etc. où on a bossé ensemble et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que à chaque fois que tu as l'impression d'être en retard, en fait, c'est juste que tu es en train de continuer. Moi, j'aime bien dire ça. En fait, tu es en train de continuer à faire plusieurs valises pour les ramener avec toi, tu vois. En fait, tu arrives avec plus de bagages dans la vie. C'est juste que tu prends plus de temps parce que ça prend du temps en fait de remplir ces valises. Et moi, j'aime bien me dire ça parce que déjà que je suis pas ponctuelle, mais dans ma vie en général, j'ai longtemps pensé que j'étais en retard. Et c'était ma mentalité. Enfin, jusqu'à très récemment. Toutes les jeunes femmes, je vais les appeler jeunes femmes alors qu'elles ont plus de 30 ans. Toutes les jeunes femmes de plus de 30 ans qui n'ont pas forcément une épreuve qui les a frontalement remises en question, qui souvent ça passe par malheureusement une dépression ou un isolement. Souvent c'est comme ça que nous les femmes on répond à notre mal-être, qui n'ont pas vraiment, qui sont pas posées avec leurs émotions et avec ce qu'elles veulent vraiment. Mais franchement tu vois la différence quand t'as passé 35 ans. T'as des choses qui sont intégrées en toi avec des fausses croyances, un plafond de verre qui sera jamais dépassé. Enfin, moi, je me suis rendu compte et même j'ai pu interviewer beaucoup de psychologues dans le cadre voilà, de mes projets qui m'expliquaient qu'en fait, plus tu t'y prends tard pour t'occuper de ta santé mentale et pour aller creuser vraiment tes croyances, tes prismes, tous tes mécanismes psychiques, plus en fait, c'est tellement enraciné que si avec le temps, tu t'en occupes pas, le moment, donc par exemple à 50 ans, où tu t'en rends compte, en fait, ça peut avoir carrément des risques pour toi parce que ça va inébranler toute ta perception. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important qu'on va plus ou moins bien de vraiment réussir à se réinventer, à se challenger, à avoir des moments, des épisodes où on peut avoir de l'introspection envers soi-même. Parce que si on valide des choses trop longtemps dans le temps, des choses qu'on n'a pas forcément choisies ou qui ne reflètent pas vraiment voilà, nos envies dans la vie, etc., après, ça va finalement être nos limites et ça va être des contraintes. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé vraiment à m'occuper de moi-même, à me rendre compte qu'il y avait des comportements qui étaient à l'origine en fait de mon mal-être, qui concrètement m'avaient mis dans des situations dangereuses pour moi ou m'avaient fait beaucoup de mal dans ma vie, notamment mon choix de partenaire, forcément. Mais je me suis rendu compte que si j'avais pas travaillé, que j'avais pas pris au sérieux ma manière de voir les choses et pris au sérieux l'origine, pourquoi en fait pour moi c'est comme ça, tu vois, pourquoi c'est rouge et c'est pas blanc, pourquoi pour moi tu vois dans une relation c'est normal de faire ça alors que d'un point de vue extérieur pour d'autres personnes c'est inimaginable ou c'est trop ou c'est pas approprié, tu vois, pourquoi ça vient d'où tout ça, tu vois. Et donc du coup je pense que si les gens ne creusent pas sur leur enfance, leur expérience, etc., finalement plus tard ils sont un peu l'esclave de ce qu'ils ont vécu, tu vois. Mais moi, je pense que c'est pour ça que c'est hyper important. Moi, j'ai pu le voir justement avec mon père. Quand j'ai posé cet acte de pardon envers lui, lui-même, il a totalement changé. Et je pense pas que ça a été facile pour lui. Et je pense que même aujourd'hui, il est encore en train de déconstruire certaines choses. Mais moi, je pense que justement, avec l'aide de Dieu, tout est possible. Vraiment, genre. Et d'ailleurs, à l'Église Amour de Dieu, on dit souvent tout est possible à celui qui croit. C'est un verset dans la Bible. Et pour moi, c'est réel. Moi, ce qui m'a donné énormément d'espoir, justement, dans tout ça, c'est que Dieu m'a changé au travers ce message de l'amour et du pardon. Mais il a aussi changé mon père. Et qui, mon père, avait, il y a 3 ans, 60 ans. Et je me dis, en vrai,
à tout moment c'est possible et bien sûr que ça bouscule tout. Mais moi, mon père, il a dû dire des choses qu'il ne l'avait jamais dites. Je suis même pas sûre qu'avant, il avait la possibilité ou la capacité de pouvoir mettre des mots sur ses émotions, ses sentiments. Et là, il est plus en capacité de pouvoir le faire. Mais je tiens quand même à dire qu'il y a quand même cet espoir où à tout âge, tout est possible. Mais je suis tout à fait d'accord avec le fait que plus tu prends du temps, si j'avais dû me rendre compte de toutes les choses dont je me suis rendu compte à 26 ans, si j'avais dû me rendre compte à 40 ans, effectivement, ça aurait pu être très compliqué, surtout qu'à 40 ans, mais il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Ça se trouve, tu as une entreprise, ça se trouve, tu as des enfants, ça se trouve, tu es marié. Et c'est encore plus compliqué de devoir justement faire cet effort-là, de pouvoir changer quotidiennement et de faire un pas tous les jours pour pouvoir éveiller ta conscience et changer. Parce que en vrai, enfin, changer une manière de penser. C'est pour ça que moi, je dis vraiment que c'est Dieu qui a fait ce travail. Parce que honnêtement, je pense que moi, toute seule, ça m'aurait pris des années. Vraiment. Ouais, je comprends. Parce que j'avais vraiment une. Enfin, déjà, j'avais une image de moi qui était faussée, une image du monde qui était faussée, une image de l'amour qui était faussée. Pour moi, le vrai amour, tout à l'heure, on me disait c'est quoi réellement l'amour. Moi, vraiment, l'amour que j'ai senti quand j'ai rencontré le pasteur, c'est pas uniquement parce que c'est des pasteurs, c'est vraiment l'amour de Jésus que j'ai senti. Et c'est un amour que j'avais jamais ressenti avant, que ni mes parents, ni un copain, ni mes amis, que personne m'avait fait ressentir. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, ça fait des années que j'étais dans le faux, que je cherchais un amour là où qui n'allait jamais me combler, au point où cet amour-là peut me combler aujourd'hui et me donner cette paix, cette sérénité que j'ai en fait et que j'avais pas avant. Donc ouais, tout est possible en fait. Avec l'amour et la foi, pour moi, tout est possible et rien n'est figé. Mais effectivement, au plus vite on règle tout ça et au plus vite on accepte de faire face à nos blessures et nos erreurs et de les affronter. Et, euh, et au mieux, je pense, notre vie, elle peut avancer. Forcément, bah, il y a la foi, Mm. mais il y a aussi juste l'échange humain. Parce qu'au-delà de ça, Mm. tu vois, là même quand tu parlais et tout, de tout ce qui se passait avec les pasteurs, le pasteur, je trouve qu'il y a aussi le lien humain qui, malheureusement, aujourd'hui est un peu trop superficiel. C'est Moi, je suis vrai, persuadée, alors qu'on est en train de faire un podcast hein, et que je suis sur les réseaux sociaux, mais je suis persuadée que les réseaux sociaux, les applications, ça nous a tellement éloignés c'est des vrai. vrais liens humains. Et je pense que les vrais liens humains ont une capacité aussi euh, d'accompagnement, je trouve, d'apaisement et tout Mm. simplement soutenir les gens. Soutenir les gens, en fait. Juste soutenir Mm. les gens. Quand tu as un vrai lien humain avec quelqu'un, tu as un apaisement et tu as la possibilité d'être épaulé quand tu te reconstruis, que tu ne trouveras pas au travers des réseaux sociaux, même en écoutant un podcast, bien que ça peut t'ouvrir, tu vois, ça peut C'est t'ouvrir tellement vrai. des portes ou ça peut t'ouvrir l'esprit, il n'y a pas de souci, mais pouvoir discuter avec un ami, s'asseoir et lui dire écoute, moi je vais pas bien, il y a ça, 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 et avoir l'écoute et l'attention d'une personne, je trouve que c'est une thérapie qui est trop sous-estimée aujourd'hui et qui est très rare. C'est très rare en fait. D'ailleurs, d'où le fait que j'ai fait ce truc Deep Talks, parce que moi, dans la vie de tous les jours, et je pense que Sandra pourra en témoigner, c'est que moi, je déteste le small talk. Le oui, ça va et toi? Ouais, ok. Ouais, t'as fait quoi hier soir? Moi, genre, quand je demande à mes amis si ça va, j'ai envie de savoir s'ils vont Mm. bien réellement, si, comment ils se sentent, s'ils sont tristes, pourquoi ils sont tristes. Je pense que j'ai toujours été un petit peu comme ça, et les gens qui m'entourent ont toujours été un petit peu comme ça. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça joue. C'est vrai que quand j'ai rencontré le pasteur, c'est que en fait c'est quelqu'un qui avait vraiment de l'amour en fait et qui essayait de comprendre, de savoir, qui s'est pas arrêté en fait à la facette que qu'il voyait, enfin l'image que je renvoyais, mais au dedans en fait, de pourquoi elle est comme ça et qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça aujourd'hui. Dernière question pour toi. Si jamais tu devais parler à la toi de 18 ans aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Force. Non, je rigole. Force pour la suite. La suite arrive, ça va être méchant. Je rigole. Non, non. Et je l'avais déjà fait aussi en thérapie, qu'est-ce que tu dirais même à l'enfant que tu étais. Mais bon, Ok. pour la jeune femme de 18 ans, je lui dirais prends ton temps. N'en fais pas trop. Les gens souvent ne méritent pas toute l'attention que tu donnes et en plus l'attention elle est même pas sincère envers eux, elle est plus pour cacher un mal-être que toi tu as. Je Hmm. lui dirais ça. Je lui dirais les hommes tranquilles, on a le temps encore. Ça c'est vraiment voilà, on n'est pas obligé à 18 ans voilà de se mettre en couple, de Hmm. se tisser une relation qui est à moitié toxique, moitié de dépendance affective. Voilà, vraiment d'essayer de rester indépendante émotionnellement. Lâche pas les études, ça va être long, mais tu vas l'avoir ton diplôme. Et de rester éveillée, voilà, d'être toujours curieuse des autres, le regard des autres, vraiment, au final, tout le monde critiquera toujours, donc voilà, tu sais qui écouter et qui ne pas écouter, et d'être moins exigeante avec soi, parce que mieux vaut commencer de manière imparfaite que d'attendre d'être parfaite. Parce que finalement, les années sont passées et j'ai toujours été très exigeante avec moi-même. Si j'avais été moins exigeante, j'aurais fait beaucoup plus de choses que je n'ai déjà fait aujourd'hui.
Donc Ouais. avoir une image beaucoup plus tolérante. Et Voilà. pourtant, tu en as fait des choses. Ouais, j'en ai fait, mais j'aurais mieux fait, je pense. On fait toujours mieux, mais j'aurais fait différemment. Pas mieux dans la performance, mais j'aurais mieux fait dans ma manière aujourd'hui de me voir, d'avoir moins le syndrome de l'imposteur, d'être plus sereine dans ce que je fais, de pas avoir peur du temps qui défile, parce qu'on est toujours pressé à Ouais, c'est 18 ans. vrai, Tu c'est vois, on veut vrai. vite avoir un cadre, vite avoir nos études, vite avoir une relation. Mais 18 ans, c'est le début de tout. Même 30 ans, c'est le début. Pour moi. Et 40 ans, un nouveau cycle. Ok, Et toi? ouais. Waouh, moi, là, moi de 18 ans, je lui dirais, arrête de tout faire pour plaire aux autres. Euh, Arrête de croire que c'est parce que tu fais comme les autres que tu seras accepté. Crois en toi, genre vraiment crois en toi, genre, parce que c'est vrai qu'à 18 ans, je sais pas, moi en tout cas, j'étais totalement perdue, je savais pas trop où j'allais, j'avais perdu toute confiance en moi et j'avais refoulé beaucoup de choses en moi. Et moi, ce que je dirais à la motivation surtout, c'est que c'est pas parce que tu te sens, c'est pas parce que tu es triste ou que tu as l'impression que t'as pas fait comme les autres que tu es en retard. C'est pas parce que genre tu as été hospitalisé ou que tu as vécu des choses douloureuses que ta vie elle ira pas mieux. Que les choses qui te sont arrivées ne te définissent pas. Ça, c'est vraiment hyper important. Les choses qui te sont arrivées ne te définissent pas. Et surtout que Jésus t'aime et que tes parents ils t'aiment et que tu devrais les écouter. Ah ouais, écoutez vos parents. Tu devrais les écouter parce que nos parents, en fait, ils sont peut-être imparfaits, mais ils nous aiment, en fait. Ouais, arrêtez de courir après les hommes, de courir après des relations. Arrêtez d'aller chercher de l'amour, en fait, autre part que là où j'en recevais déjà, ce qui était chez moi. Ma mère m'a toujours donné beaucoup d'amour, mes frères aussi. Et vraiment de vraiment te dire que ça ira, que ça va aller, en fait. Que ça va aller, en fait, que peu importe ce que tu vas vivre, ça va aller. Que il n'y a rien qui est trop grave, qu'il n'y a rien qui est insurmontable, qu'il n'y a rien qui est impossible, que tout est accessible et que tu as tout pour réussir, mais que juste crois en toi et crois vraiment, mais fortement, que Jésus t'aime. Moi, je dirais ça. Donc voilà. Pourquoi tu me Ouais, c'est regardes comme ça? inspirant. En fait, là, j'ai fait un retour. En fait, quand tu as dit tout à l'heure que ça faisait 10 ans qu'on se connaissait, Ouais. et je suis en train de faire un retour de nos types de discussions qu'on avait il y a 10 ans aussi. Rester léger aussi. Enfin, Ouais, l'entourage, toi, tu non, l'as dit tout à l'heure, hein, mais moi, c'est c'est hyper vrai qu'il important. y a beaucoup de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai plus beaucoup d'amis. Tu es Ah bah moi l'une aussi. des rares. Oui. Mais ouais, entre 18 ans et 30 ans aussi, tu vois vraiment la différence entre être entouré et, et avoir des gens avec toi. Parce que les gens, souvent, ils sont avec toi, mais pas de ton côté. Donc C'est vrai. voilà, juste faire attention à ça et se concentrer aussi pour rester soi-même et trouver des personnes qui vont t'élever et pas profiter de tes blessures et du cadre que tu leur apportes. Parce que tu es une people pleaser et qu'on fait la fête et qu'on connaît le patron de la boîte. Bah, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à suivre Sandra que sur TikTok. TikTok, Instagram, après c'est un peu le bazar dans mes réseaux sociaux, mais c'est intéressant ce qu'on dit, promis. De toute façon, on se reverra. Oui, bah, c'est vrai, bah, de toute façon, on est déjà venu 2 fois, donc... C'est vrai, et jamais 203. Exactement. Vu que tu m'adores. Et d'ailleurs, même tes abonnés m'adorent. Bah J'avais oui, vu là c'est les petits vrai. trucs. Ouais, Ça ils ont bien booste la aimé. confiance. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée, journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye.